Donc tu as envoyé une pichenette. Donc, Minato a mis au point un moteur à répulsion magnétique qui consomme effectivement très très peu d'énergie. Donc il y a des gens qui ont essayé de faire des moteurs à répulsion magnétique sans énergie, qui ont essayé de le faire sans énergie. Moi j'ai vu des publications, j'ai pas eu les moyens de les refaire, comme le moteur PINDRF par exemple, hein, qui fonctionne par répulsion magnétique sans énergie et qui fonctionne d'une manière permanente. Alors, il y en a qui crient au charron en disant « Ouais, mais il n'y a pas de la loi de la conservation de l'énergie. Hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous inventez une nouvelle physique. » Moi, je dis non. Je dis la répulsion ou l'attraction magnétique, c'est une force qui existe. C'est comme voilà, là, tu l'as, la force. Hein, tu as la force, tu es attiré, le fait que tu marches. C'est bien la pesanteur. La pesanteur, c'est la même chose. Donc on utilise la pesanteur avec des chutes d'eau, faire tourner les turbines. Là, on peut utiliser la force d'aimant, et pour l'utiliser de la même manière. Voilà. Donc effectivement, le moteur Minato, c'est quelque chose qui... Alors évidemment, ça plaît pas à tout le monde, on a vu pourquoi. Oui, Mais on peut aller bien plus loin que le moteur Minato. Du moteur à air, alors ça c'est Tata Motors qui a développé ça, le moteur à air, donc c'est le constructeur indien d'automobile. Oui, c'est une invention française. Alors, oui, c'est une invention française, tout à fait, c'est un brevet français, mais il est vrai que son PDG a été retrouvé suicidé il y a quelques temps et depuis le projet n'est pas sorti. Ah bah oui, le premier truc. C'est pour ça, moi je me suis dit, j'ai du pognon, je vais faire un laboratoire d'expérimentation d'énergie libre. Ouais. Bon, ça va que j'ai un cancer et que je suis vieux, mais je vais pas vivre très vieux si je fais une voiture. Je suis convaincu qu'on peut faire des bagnoles qui marchent éternellement. Je saurais presque les faire, si je voulais. Alors, on nous a parlé aussi d'un prochain projet d'avenir, et ça, c'est vrai, il a super raison de nous en parler. J'ai vu ça passer, c'est la nanotechnologie. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire, j'ai vu qu'on avait ouvert un énorme centre de nanotechnologie à Grenoble, que les habitants ont un peu manifesté contre, parce que justement, c'est là que vont se préparer l'avenir des puces RFID, de toutes ces technologies qu'on nous promet justement pour l'avenir, et qu'il y a une forme, j'ai l'impression, de désinformation, voire de sous-information par rapport à ces nanotechnologies, parce que c'est très militaire pour le moment, c'est un peu... Je sais que les militaires utilisent beaucoup de nanotechnologie. Une nanotechnologie. Dans la médecine aussi, semble-t-il. C'est l'utilisation de matériaux qui ont la dimension du nanomètre. Voilà. Voilà, donc qui est le millième de micron. Voilà, donc le nanomètre, c'est extrêmement petit, c'est plus petit qu'une bactérie, c'est bien plus petit qu'une globule rouge, et que effectivement, on peut, les propriétés des matériaux nanométriques sont bien particulières. On peut faire des poudres, on peut faire des tas de choses, des tas de matériaux. Bon, maintenant, dans les nanotechnologies, il y a énormément d'applications, tout le monde est là-dedans. Voilà, on peut faire des écrans de télé, on peut faire des tas de choses. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui sortent d'une manière concrète. Il faut dire que dans les technologies, des fois, on place beaucoup d'espoir dans un truc et puis que finalement, ça n'apparaît pas. Voilà, donc on a placé un moment beaucoup d'espoir sur la supraconductivité à température ordinaire, et puis finalement on n'a jamais réussi ça marche la supraconductivité dans le froid, disons dans le froid intense, mais bon, la technologie nanotechnologie, peut-être qu'on pourra en faire des choses. Pour l'instant, c'en est quand même au balbutiement. Oui. Mais il y a quand même apparemment des avancées. On n'est pas au courant de tout en matière de nanotechnologie. Moi, si tu veux lire, les publications scientifiques, moi, mon problème maintenant pour répondre, c'est que j'ai été dans la science et de la technologie et j'y suis plus. Donc je suis à la retraite des vieux. Donc tous les nouveaux trucs, je suis moins au parfum, quoi.
Ça c'est clair. Bon, ben je sais que ça existe, je sais qu'on peut faire, tiens, la nanothermite le 11 septembre. Voilà. Ça, on peut faire le 11 septembre avec les nanotechnologies. On peut tout faire avec la science. On peut faire la bombe atomique et on peut guérir mon cancer. C'est comme ça. Alors, on nous demande aussi, alors ça c'est, j'ai vu ça tout à l'heure, voilà, question super intéressante. Voilà, c'est Gaspardo qui demande, qu'est-ce que tu penses de l'accélérateur de particules au CERN là, qu'ils ont construit en Suisse? Il y en a certains qui disent que c'est une aberration. Est-ce que toi, tu penses quoi que Pourquoi ce serait une aberration? Il y en a, on nous dit que c'est pour revenir à la fameuse particule de Dieu, c'est-à-dire revenir au moment originel du Big Bang en recréant... C'est toi qui parles de particules de Dieu, mais... c'est comme ça qu'ils se l'appellent eux-mêmes, ils se définissent comme ça. Particules de Dieu, j'en sais rien. Là, un accélérateur de particules, donc c'est fait justement pour accélérer des protons ou des électrons, et de les entrechoquer, pour revenir au Big Bang, c'est un peu ça, on veut revenir... Non, c'est pas ça, c'est à partir de là, donc on va décomposer la matière. Donc on décompose le proton, c'est-à-dire la particule initiale, en éléments. Donc on va mettre ça dans des chambres avec des champs magnétiques importants, dans des chambres à bulles, et puis on va voir la masse et la trajectoire et la polarité des particules qui vont être issues. Et donc on va aller de plus en plus loin dans la description de l'atome. L'atome qui est composé du méson mu et de je sais pas quoi, de pas mal de choses. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir évidemment comment que la matière est composée. Si on dit qu'il y a le bon Dieu, ça regarde ceux qui veulent voir le bon Dieu. Par exemple, Rabat des Bois lui dit comment expliquer qu'avec du miel on soigne 10 fois plus vite qu'avec la médecine moderne. Comment expliquer qu'avec du miel on soigne 10 fois plus vite qu'avec de la médecine moderne? C'est-à-dire en fait, il part d'un principe, c'est vrai que la majorité des laboratoires... Si j'avais bouffé du miel et si on m'avait pas enlevé ma tumeur, là je serais mort. Donc je sais pas si ça marche tout le temps. Mais alors c'est vrai, je ne vais pas me foutre de la gueule des gens parce que la nature elle-même, elle a dans son polymorphisme extraordinaire, je ne l'ai pas montré, tout le champ du polymorphisme, a produit beaucoup plus de molécules que n'en a produit la chimie, et de très loin. Donc il y a dans la nature énormément de molécules à caractère médicamenteux et qu'il y a un moment, il y a des chercheurs qui ont été interrogés, des vieux chamans pour voir telle plante pour l'analyser, pour voir les principes actifs. Donc qu'il y a la phytothérapie, c'est pas de la flûte, c'est de la science, c'est tout. Bah oui, c'est tout. C'est que dans les produits naturels, il peut y avoir des molécules qui aient des propriétés soignantes. C'est plus qu'évident. Et toi, tu as déjà entendu parler de ces expériences qui avaient été faites sur la téléportation? Alors, il y a un épisode qui est assez célèbre, tu sais, d'un bateau militaire qui s'appelle le Philadelphie, et qu'on a, t'as entendu parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas trop, c'est vrai. Non, parce qu'on me pose la question. J'imagine que t'es au courant de ce genre de truc. Oui, je suis au courant. Je suis au courant, mais là, on est au-delà de la vraisemblance sociale. Je parlais de la vraisemblance sociale. Donc moi, je ne peux peux pas dire si c'est vrai, si c'est faux. Je sais que il y a peut-être des ruptures dans l'espace-temps, c'est possible. Il n'y a rien. C'est un peu ce qu'avait pensé en plus Einstein, dans sa fameuse théorie de la séparation de l'espace-temps, qui était quand même assez révolutionnaire. Parce qu'on a toujours pensé que le temps et l'espace ne pouvaient pas être séparés par définition. Tu étais toujours au même temps dans le même espace, et lui a démontré que c'était faux. Donc aujourd'hui, on ne peut, un honnête homme comme moi ne peut que douter de chaque chose et ne jamais dire voilà, ça c'est faux, ça c'est vrai. Je dis voilà, ça c'est admis, ça c'est pas admis. Alors maintenant, il y a le problème de l'admis. On sait que c'est des gros menteurs aussi qui font l'admissible. Alors, donc on est paumé aujourd'hui, on ne sait plus. On sait plus, mais effectivement, il y a des choses qui
qui peuvent nous étonner et qui sont dans la réalité physique, qu'on ne connaît pas encore. Dans 1000 ans, la physique, dire que lui, on va le prendre pour un rigolo. Pourtant, c'est le dernier cri, Prigogine. Donc, pourquoi pas? Alors, on nous demande, est-ce que tu crois que la science, ça pourrait prouver l'existence de Dieu? Non mais c'est une question intéressante, je trouve. Bah ouais, c'est une question intéressante. Alors, c'est une question effectivement extrêmement intéressante. Parce que ça pose la question de Dieu. Pour moi qui ne suis pas croyant, on m'a appris que Dieu, c'était la foi. Tu avais foi en Dieu. Et que l'existence de Dieu ne pouvait en aucun cas se prouver. Parce que si tu veux prouver l'existence de Dieu, tu es en dehors de la foi. Tu vas parler avec... Moi, je ne suis pas un prêtre. Chez les catholiques, je tiens à préciser, parce que chez les musulmans, ils ont une autre approche. Et eux, ils pensent que plus de science rapproche de Dieu. C'est une autre approche. C'est possible, c'est une autre approche. Mais tu vas discuter avec le cureton du coin, si tu en trouves un, parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis, lui, il va dire que Dieu, c'est la foi, et n'a pas besoin de démonstration. Donc c'est un dogme, mais c'est un postulat, c'est un axiome, on va dire un axiome. Tu dis il y a Dieu, voilà. On te demande de croire tel que c'est. Et donc il y a le dogme chrétien qui est bien décrit. Voilà. Puis tu as le pape qui dit tu as le droit de penser à ça, puis tu n'as pas le droit de penser à ça. Aujourd'hui, on te dit si tu penses pas ce que tu n'as pas le droit de penser, on ne dit rien. Mais avant, on te mettait... faisait cramer, quoi, quand même, c'était un peu dangereux. Bon, donc il y a cette pensée-là que Dieu n'est que foi et ne se démontre pas, et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu deux écoles. Je parle du christianisme, ceux qui veulent prouver l'existence de Dieu et ceux qui disent que Dieu ne peut pas être prouvé. Alors il y a des gens, des philosophes, qui ont essayé de prouver l'existence de Dieu, dont le fameux Descartes. Oui. Si tu lis le discours de la méthode, il y a un chapitre où il te prouve l'existence de Dieu, scientifiquement, à son époque. Et que tu as un Raymond Lull qui prouve l'existence de Dieu et qui discute avec d'autres, je ne sais plus si c'est avec Abélard, et qui... Voilà. Et donc, il y en a qui vont prétendre que Dieu se prouve. Alors moi, qui suis athée, je dis, si quelqu'un me prouve que Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu rentre dans la science. C'est-à-dire que si on prouve comme ça tombe. Voilà. Donc on va faire expérimentalement, on va expérimenter la présence de Dieu, donc vous allez faire une expérience. Et que cette expérience va pouvoir être reproductible par tout le monde. Donc Dieu n'est plus Dieu. Dieu, c'est un phénomène comme un autre. Comme l'attraction, comme le magnétisme, je ne sais pas quoi. Donc moi, si j'étais déiste, je dirais que c'est crétin de vouloir prouver l'existence de Dieu. Quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà, mais bon, ça, vous faites, ceux qui croient font comme ils veulent. Moi, ça ne me gêne pas. Personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais par exemple, si on découvrait dans un livre, on va dire, très ancien, une vérité scientifique qui ne peut être prouvée que dans notre époque parce qu'on a les technologies, mais en tout cas ne pouvait absolument pas être une vérité scientifique à l'époque où elle a été écrite. Et pourtant, il s'avère que c'en est une. Donc, on pourrait dire, est-ce que ça c'est une preuve de l'existence, en tout cas, alors, peut-être pas de l'existence de Dieu, mais alors de l'existence, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne ait cette vérité qui avait une technologie je me réfère là, évidemment, au livre sacré, donc je ramène ça à un débat. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des civilisations passées qui avaient des technologies plus importantes? Plus importantes. On nous l'a demandé souvent en plus, donc ça tombe bien qu'on peut... Pourquoi pas? Parce que on va reparler des extraterrestres, on en a parlé tout à l'heure. Et de la crédibilité. Pour moi, la seule chose qui est crédible, c'est qu'il est évident qu'il y a de la vie ailleurs. Pour moi, la plus grande crédibilité et la plus grande probabilité, c'est que ça existe ailleurs. Bon, nous sommes fabriqués
de carbone, d'azote, d'hydrogène en gros, puis un peu de fer, hein, donc des molécules. Donc, voilà, là-dedans, il y a ça. Hein. Mon sang, c'est du fer, comme des clous, voilà. Puis ma peau, c'est des chaînes de carbone, un peu comme du plastique. Voilà, bon, c'est comme ça. Bon, alors, donc ces éléments, ce qu'on appelle des éléments, ces atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène, de fer, de soufre, etc., existent dans tout l'univers. Et il y a le tableau de Mendeleïev qui va montrer, ce fameux tableau, c'est pour ceux qui ont fait de la chimie, tous les éléments qui existent dans l'univers. On sait que par exemple par le rayonnement, que tous ces éléments se trouvent là, que les étoiles sont formées d'hydrogène en fusion, etc. Bon, et puis on a eu des météorites qu'on a pu voir, on a eu des morceaux qui viennent de l'espace, et donc tous les éléments, tous les matériaux, évidemment, existent. Et donc on sait que pour qu'il y ait complexification de ces éléments de matériaux à forme de carbone. Pourquoi le carbone, Je veux dire, le carbone a 4 valences. Donc le carbone peut accrocher 4 types de molécules. C'est pour ça que le carbone, c'est l'ossature de la biologie, sur lequel on se greffe de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène, et ça fait des acides aminés dont les séquences font un discours qui forme l'ADN. Bon. Il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de planètes, et donc il y a statistiquement des plus grandes chances pour que se trouvent des conditions de température et de pesanteur qui soient identiques à la Terre et qui permettent à la vie telle qu'elle existe, c'est-à-dire sur un temps très très long, qui permettent à ce qu'il y ait assemblage de ces éléments et qu'il y ait auto-reproduction de ces éléments. Donc pour moi, il est évident qu'il y a une vie par ailleurs. C'est de la simple logique. Voilà. Bon, maintenant, s'il y a une vie par ailleurs, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui peuvent venir nous voir? Alors, il y a un problème de vitesse. Théoriquement, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Ça, c'est théorique, c'est 300 000 km à la seconde. Donc ce qui met la première étoile à des dizaines d'années ou centaines d'années-lumière, je ne sais plus combien, et ce qui fait beaucoup, et qu'on sait que les exoplanètes sont bien plus éloignées que ça. Mais ça, c'est notre connaissance d'aujourd'hui. Bon, il y en a qui disent peut-être que dans l'espace-temps, il y a des verres et qu'on peut aller au-delà de ce problème justement d'espace-temps et donc de proximité d'extraterrestres. Alors, maintenant, si on prouve qu'il y a des extraterrestres aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas eu il y a 5000 ans. Tu vois, je ne vois pas, il n'y a aucune raison, tu vois. Donc la complexification, l'apparition de la vie aurait pu, par simple logique, apparaître plus tôt ailleurs que chez nous. Tu vois, il n'y a pas, tu sais, l'homme, il a, c'est quoi, c'est de 100 000 ans, donc voilà, c'est très proche, quoi. Il n'y a pas de, c'est des petites, c'est un temps très court. C'est un temps très court. Donc pourquoi pas, tout ça, c'est de la plus parfaite logique. Alors, la connaissance sociale oublie ça, c'est-à-dire que c'est pas dans un domaine d'investigation. Voilà. Est-ce que parce qu'on a parlé pas mal de ça aussi, tu connais cette histoire de planète Nibiru, de planète X, de planète X, planète Nibiru? Tu as déjà entendu parler de ça, non? Une fameuse planète qui aurait un orbite particulier autour du Soleil et qui serait un peu dans notre système, mais pas avec un orbite très particulier, elliptique. Mais bon, non, le système solaire, les orbites sont strictement similaires. Sauf celle-là, justement, apparemment. Bon, alors, je sais pas. Bon. Je sais pas trop. Ouais.
Bon, bah, cette histoire de Planetix, ça, parce que ça n'a pas bien été résolu. Je sais pas tout, hein. Ouais. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas tout. Hein. Ah oui, non, bien sûr, non, mais on nous pose pas C'est mal. pas mal, mais je sais pas tout. Tu vois, bon, par exemple, Vérité, il dit Dieu est un absolu, donc la science, la preuve de son existence, et donc la science elle-même. Alors, après, il y a... On peut tout dire. Beaucoup de croyants, hein, tu sais, parmi nous, c'est vrai. C'est un retour aux croyants. C'est finalement la science aussi a pâti de ce que tu disais parce que toute là tout à l'heure je le voyais aussi sur il y a pas mal de gens qui nous disent oui mais justement aujourd'hui on ne veut plus accepter comme ça les dogmes de la science. En fait tous les dogmes sont remis en cause. Ah non, la science c'est le contraire du dogme. Là, on a fait. Il y a un dogme scientifique quand même. Tu peux pas. Non, à toi pour toi il n'y a pas de dogme scientifique. On a fait la science pour que justement ça ne soit pas des dogmes. La religion, c'est un dogme. La science, c'en est pas. Ah bah quand même, la science. Ah bah non, c'est pas un dogme. J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la science. Je recommence. Ouais. La science, c'est expérimental et reproductible. Et ça, c'est au vu de la société. Au vu de la société. Je reprends ça, je tombe, voilà, je fais le calcul. Expérimental et reproductible. Et donc, la science est le contraire du dogme. C'est-à-dire que la science est remise en cause en permanence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des scientifiques, hein, il ne faut pas lire encore Prigogine, qui parlent de la mécanique de Newton, puis la mécanique quantique, de la physique de Einstein, et lui il remet tout ça en cause et il parle d'autre chose. Donc, la science est en perpétuelle évolution, et si elle devenait un dogme, ce ne serait plus de la science. Donc, science et dogme, c'est contradictoire. Il ne devrait pas y avoir d'académie des sciences, alors. Comment ? L'académie des sciences, c'est une hérésie. Parce que... Non, l'académie des sciences, elle est justement là pour socialiser la croyance. Hein, mais un dogme, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est invariable. On va toujours croire en la même chose. Alors, c'est plus de la science. Si tu crois en la même chose, c'est l'inverse de la science. Moi, justement, j'ai l'impression que la science, elle impose un pouvoir dogmatique. T'as l'impression, parce qu'on t'a raconté des balivernes. Mais la science, moi, j'en ai fait pendant 15 ans. J'étais chercheur, j'ai fait de la recherche. Si la science était un humain, il n'y aurait plus besoin de chercheurs. Enfin, pourquoi alors ? Tu vas chercher quoi ? Moi, quand il y a un dogme, on va te dire, ça, tu vas croire en ça, puis si tu crois pas, on va te cramer comme j'ai envie. Je dis ça dans la mesure où, si tu veux, ça, c'est des grosses conneries. Les grands scientifiques qui remettent en cause justement dans leur secteur, qui ont remis, qui sont arrivés avec justement de nouvelles expériences et qui ont établi une nouvelle théorie. Ils se font jeter. On peut citer, je peux te citer Cheikh Anta Diop, pour l'égyptologie, par exemple. C'est pas socialisé. Il s'est fait complètement jeter. On a parlé tout à l'heure de Galilée, mais bon, toi tu vas me dire que c'est un pouvoir religieux qui a voulu le faire. Galilée, il a été réhabilité il y a pas longtemps par l'Église, hein, disons. Non, alors là, vous racontez vraiment le contraire de la réalité. La religion, c'est un dogme, la science, c'était fabriqué justement pour que ça... Moi, j'ai l'impression de vivre dans un dogme scientifique, je te le dis, ou dans notre civilisation, précisément dans notre civilisation, qu'on est passé d'un dogme religieux à un dogme scientifique, justement. On a abandonné certainement les dogmes religieux, il est vrai, mais qu'on est tombé dans un dogme scientifique où la science nous impose, si tu veux, par exemple, l'idée de progrès, que tout progrès serait naturellement bon. Ça, c'est très scientifique. Mais non, absolument pas. J'ai dit, je vais le répéter, peut-être pour la 100e fois, alors je répète ce que c'est que la science. La science est expérimentale et reproductible. Ouais. Point à la ligne. La science, c'est une méthode. Donc si c'est pas expérimental et si c'est pas reproductible, c'est pas de la science. Poubelle. Voilà. Donc celui qui veut prouver autre chose doit l'expérimenter, le prouver devant tout le monde par des expériences, hein, et que d'autres, il va écrire, voilà la méthode, j'ai fait ci, j'ai fait ça, matériel et méthode. Une publication scientifique, j'en ai fait 20, moi, des publications scientifiques, c'est toujours bâti sur le même procédé. Hein. Quand tu expliques ce que tu vas faire, tu dis matériel et méthode, mesure ce que tu as mesuré avec le calcul d'erreur, parce que si tu n'as pas mis un calcul d'erreur, ça vaut 0. Dans mon école, quand tu faisais un calcul, il n'y avait pas d'erreur, tu avais une bulle. Bon, donc tu fais le calcul d'erreur, ensuite
tu vas produire les résultats et tu vas dire ce que tu en penses. Voilà. Et là, tu publies. Et les autres vont lire, et quand tu es chercheur, tu passes plus de temps à lire les publications des autres que les autres, parce qu'effectivement, tu vas voir, tiens, celui-là, il a fait ça, et puis on va essayer de le refaire. Bon, moi, je faisais des conférences pour dire, voilà, j'ai fait ça, essayer de le refaire, je leur montrais ce que j'avais fait. Voilà. Donc, la science, c'est l'exact contraire du dogme. Bah, pourtant, regarde, tu me dis ça, mais par exemple, dans certaines sciences, en particulier les sciences humaines, il y a énormément C'est pas de la science, c'est sciences humaines. Voilà. Mais c'est pas de la science. C'est pas de la science, ça va, voilà. Toi, ce que tu appelles science, donc, sont les sciences dures. C'est expérimental, là. Voilà. Donc la science, c'est expérimental. Alors, on appelle sciences humaines, bien sûr, mais bon, c'est pas évident, les sciences humaines. Enfin, c'est un truc, bon, qui est... Sciences humaines, si, moi j'ai fait de l'ethnométhodologie, c'est quelque chose qui se rapproche de la science, parce qu'en ethnométhodologie, on fait de l'expérimentation, c'est-à-dire on va voir un village, un groupe d'hommes, et puis on va rapporter tout ce qu'ils font. Voilà. Ils font ça comme ça, ils font ça comme ça, ils font ça comme ça. Voilà. Ça, l'ethnométhodologie, c'est une science humaine qui se rapproche effectivement des méthodes scientifiques. Voilà, alors on a même remis la définition du dogme, c'est magnifique. Le dogme est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Absolument. Historiquement, le dogme a été une formulation d'un article de foi utilisé lorsque le critère de conformité à la foi devait être utilisé par le pouvoir judiciaire, lorsque le pouvoir temporel sanctionnait pénalement les déviations par rapport à l'orthodoxie. Oui, c'est une bonne définition. Ouais. Donc c'est l'exact contraire de ce qu'est la science, cette définition. La science dure. Voilà. Hein, la science dure, hein, on précise. Oui, la science expérimentale. On va parler de science expérimentale. Voilà. Alors, tiens, à propos d'expérimental et reproductible, dans le contexte de l'univers, c'est-à-dire le contenant, les religions expliquent la raison d'être de ce contenant et ses lois. Ce sont deux choses distinctes et compatibles. D'où la remarque de Topaz sur l'islam. Expérimental et reproductible. Lui dit que dans le contexte de l'univers, c'est-à-dire le contenant, les religions expliquent la raison d'être de ce contenent. Voilà. Oui, c'est pas le boulot de la science. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Lui, c'est exactement ça qui veut mêler justement les deux. Ouais, tout à fait. Raison d'être, on laisse ça au cure-temps. Il a raison, plus c'est Eurasien. Chacun son taf. Hein. Voilà. Voilà. La science n'explique pas le sens, si le monde a un sens. C'est pas son boulot. C'est à chacun de voir, de trouver si le monde a un sens. Moi, je trouve qu'il n'en a pas, mais chacun peut trouver le sens qu'il veut. Ça le regarde. Oui. Bon, des fois, elle nous parle de science erronée, parce que voilà, il y a Fay qui nous donne l'exemple, on en parlait tout à l'heure, les rapports du NIST, tu vois, concernant le 11 septembre qui était falsifié, oui, et qui se prétendait scientifique, mais qui était des aberrations de science apparemment, justement. Là, ces gens-là se sont couverts de pipi, de tout. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore ? J'ai bien compris, la science, plus la science avance et plus je suis dans la merde. C'est Boris qui nous dit ça. C'est vrai que ça fait peur, parce que tu sais, tout à l'heure on a posé, c'est vrai, cette question de limite, mais où est-ce que ça va nous... Est-ce que justement, à quel point on peut dire qu'on va rester maître de la technologie ? Est-ce qu'on ne va pas se faire dépasser par notre technologie ? Parce que tu sais, ça a été beaucoup de films d'anticipation. Tu reprends à 2001, l'Odyssée de l'espace, rappelle-toi. Non, mais il y a eu beaucoup de films d'anticipation là-dessus, mais tu sais très bien, ce truc qui n'est pas un fantasme au fond, c'est de créer des machines tellement perfectionnées qu'on se fasse dépasser par nos propres machines. Ça, c'est le risque. Bien évidemment. Donc il y aura toujours des limites à poser quand même à la technologie à un moment donné. Il y a de cette question se pose. Bien sûr, c'est clair. Il y a de l'éthique à mettre. Hein. C'est vrai que, notamment dans les manipulations génétiques, il y a des barrières à mettre. Hein. C'est qu'on ne va pas faire des hybrides entre des éléphants et des humains, des trucs comme ça. Il y a des fous qui pourraient... Bon, il y a de l'éthique, donc il faut que la société maîtrise tout ça. Donc c'est social, hein, la science. Donc la société est aussi responsable de ça. Et les gens sont responsables d'eux-mêmes, sont responsables de l'industrie. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la merde. Merde, quand vous allez... vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs avec des emballages, aller acheter des machins où il n'y en a pas. Vous n'êtes pas obligé, donc c'est tout. Hein.
Tu connais le théorème de Gödel? Théorème de Gödel, non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vérité. Bon, il y a des érudits ce soir. Ouais. Les mecs, ils ont fait baquet, ça, putain, les gars. Le théorème de Gödel, je connais pas, c'est compliqué. Si, bon, il est connu, mais qui là, démontre la limitation des sciences, il nous dit. J'ai un trou de mémoire, puis il est tard. Et puis je suis vieux. Ah oui, c'est bientôt l'heure, c'est vrai. Je suis vieux et cancéreux, les mecs, là, il y a un moment où ça marchait plus. Hein. Bon, bah en tout cas... Les questions sont... toutes les questions sont très pertinentes. Non, ils sont érudits, attention, ils connaissent. Très intéressantes. Elles vont dans le sens du sujet. Et non, ils étaient contents parce que tu vois, ils voulaient poser des questions. Les gens veulent poser des questions. Les métanautes, ils sont habitués. C'est une tradition, c'est vrai, de poser des questions. Et non, bon, j'avais un propos à tenir. Voilà, il fallait qu'on finisse. Le propos que l'homme est lié à l'outil. C'est le seul animal qui est lié à un outil. Sans outil, hein, vous vous rappelez que si on lui faisait un truc, on le mettait dans la forêt tout à poil et sans rien, et il va claquer tout de suite. Bon. Donc ça, voilà. L'homme sans outil n'est rien. Donc l'être est lié à un outil. Mais l'outil, c'est une méthode. Donc l'être est lié à une méthode. Hein. La méthode est liée aussi à une activité du cerveau et de la main, c'est-à-dire à la pratique. Voilà. D'où le cogito de Descartes et de son discours de la méthode. Entre parenthèses, il a copié sur Abélard. Mais ça, c'est pas grave. On pourra le dire une autre fois. Mais donc, voilà. Donc on a parlé sur l'essence de l'être. L'essence de l'être est liée à notre environnement technologique et social. Social. Voilà. Ok, en tout cas, merci à Alain pour cette soirée. Merci à tous les méthanos de Vérité, Nico Dulotte, Razien, Erwan, 6, Rabin des Bois, Jémilench, Scorpion, Hugues Saint-Gilles, Brauzek, Libertad, en plus il est parti au travail, alors gros courage mon gros, Clotaire, Matt, Zinzel, Zarma, Lofri Futur, Manta, Sastila, Scorpion, Boris, Boys the Jazz, Baptistov, Solo Lanténien, Erenui, Chrétien de Vroy, etc., etc. Stevie Nou, vous avez tous dit voilà Stevie Nou, ça fait millions Stevie Nou. Crockbeat, voilà, Mantas, etc. Et merci à vous. Rendez-vous demain. J'espère bien que vous serez là. Il y aura avec nous demain, il y aura un artiste, c'est Hakim Robeux des Bois, je crois. C'est quelque chose comme ça. C'est ça le nom, si j'écorche pas son nom, mais c'est bien ça. Et donc voilà, c'est vendredi musique, vous avez l'habitude, c'est un peu plus détendu le vendredi. Merci Alain, en tout cas c'était super. Je pense que ça me plaît beaucoup de venir ici parce que ça me permet d'avoir une activité intellectuelle. Je pense qu'eux aussi sont contents. De toute façon, ils voulaient te le dire depuis longtemps. Donc vraiment, merci à vous tous sur le chat. Et puis, on se retrouve demain. Merci à la régie. Il y avait Steph, il y a Nico, il y a Mikey qui traîne aussi dans le coin. On les salue tous. À demain, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao. C'est à vous la régie.